Bonjour et bienvenue dans votre hebdo de la semaine. L'essentiel de l'actualité vendéenne du lundi 27 au vendredi 31 mai, c'est maintenant. Alors c'est l'événement qui a marqué la semaine, mais il va surtout marquer celle qui arrive. Ce mardi, la flamme olympique passera par la Vendée. Son parcours est connu depuis déjà plusieurs semaines, mais lundi, le département a dévoilé les moyens déployés pour assurer la sécurité de l'événement pendant cette fameuse journée. Au total, 2700 personnes seront mobilisées. Les derniers détails de ce passage tant attendu, c'est avec Simon Felipeau. Certains sites du relais de la flamme en Vendée ne seront pas accessibles au public. C'est le cas par exemple du Gois où la flamme passera dès 8h, un site fermé pour des questions de sécurité. Également le cas de la Pointe d'Arcet où le public ne pourra pas accéder afin de préserver la faune et la flore du lieu. Et également le cas du parc du Puy du Fou qui lui ne sera accessible que par les détenteurs de billets pour le Grand Parc et où le relais de la flamme s'élancera à 12h30. Pour les deux premiers, il sera néanmoins possible de suivre cette flamme avec des écrans géants installés à Beauvoir-sur-Mer et à l'Aiguillon, la Presqu'île. Concernant les autres sites qui, eux, seront accessibles au public, eh bien rendez-vous à Fontenay-le-Comte à partir de 8h35 pour un relais de la flamme qui s'élancera du centre scolaire Bourron-Massé, qui passera devant la caserne Béliard avant de se terminer en plein centre-ville devant le musée. Parmi les animations, il y aura notamment une fresque humaine géante avec 350 militaires. Direction ensuite Montaigu-Vendée avec un départ du relais prévu à 11h29 depuis le collège Jules Ferry avant de traverser le centre-ville en passant par l'hôtel de ville et une arrivée au complexe Maxime Bossis, habitué à accueillir tous les ans le mondial football de Montaigu et où plusieurs milliers d'élèves vont composer une fresque aux couleurs des anneaux olympiques. Le relais de la flamme partira ensuite à 14h51 dans les rues de la Roche-sur-Yon, départ au complexe Arago, passage près du stade Jules Ladoumègue avant de revenir dans le centre-ville en passant devant l'hôtel du département, puis la place de la Vendée. La flamme traversera ensuite le Haras où une chorégraphie équestre est prévue avant de terminer sa route place Napoléon. À noter que de nombreuses animations sont prévues place de la Vendée dès 9h30. La flamme achèvera son relais vendéen au Sable d'Olonne à 17h58. Départ au parc des sports de la rue de Lierre pour ensuite longer le Remblai avant d'embarquer sur un bateau pour traverser le Chenal et rejoindre la place du Vendée Globe où se déroulera la cérémonie d'allumage du chaudron olympique prévu à 19h20. C'est à noter que la place du Vendée Globe sera accessible au public, mais que la jauge sera limitée à 10 000 personnes. Et vous pouvez retrouver les restrictions de stationnement et de circulation sur le site internet des communes concernées ou bien sur celui du département. Et vous pourrez suivre en direct le passage de la flamme sur TV Vendée toute la journée du 4 juin dès 7h dans la matinale. Lui aussi se met aux couleurs de la flamme olympique. L'IMOCA, vainqueur du premier Vendée Globe en 90, va avoir un rôle particulier. Écureuil d'Aquitaine 2, rebaptisé T11, va transporter la flamme dans le Chenal des Sables lors du passage du relais le 4 juin. Alors pour l'occasion, il s'est refait une beauté. Ce 60 pieds de légende était en chantier à Port-Bourgenais depuis septembre dernier. Il a été remis à l'eau jeudi. Notre journaliste Alexandre Lenaour est allé à la rencontre des équipes sur le chantier. À Port-Bourgenais, un monocoque, pas vraiment comme les autres, se prépare à sa nouvelle vie. Lancé en septembre 2023, le chantier d'Écureuil d'Aquitaine 2 touche à sa fin. 9 mois d'un travail titanesque passé à désosser le bateau de fond en comble. Il y a eu beaucoup de difficultés parce que rien ne se met comme prévu. C'est des prototypes, c'est pas on achète une pièce et plug and play, ça n'existe pas, hein, les pièces de série pour ces bateaux-là. On récupère du matériel, on l'installe, on bidouille, on modifie soit la structure, soit la pièce en elle-même pour que tout s'arrange bien ensemble. Et en fait, rien ne se met bien ensemble du premier coup. C'était vraiment une ou deux personnes le noyau dur. Là, on accélère la cadence sur les derniers jours où on est plutôt 5-6 à bosser sur le bateau. Dernières heures d'un chantier devenu fourmilière, sur un pont entièrement refait en mousse PVC et en fibre de carbone. On fixe ici les padailles où l'on monte le panneau de pont. Tu vois le contraste entre des rails tout neufs qui viennent d'être montés, avec des winches qui ont une dizaine d'années, et puis ici des poulies qu'on vient de remettre à neuf en changeant les billes, mais c'est les poulies d'origine de bateaux qui ont 35 ans. Après un important refit, safran et quilles d'origine ont été conservés. Sous la carène, il faut aussi s'assurer de l'étanchéité des passe-coques, plaçant fin à une nouvelle identité aux couleurs du département pour cet IMOCA de légende rebaptisé T11. La forme de coque n'a pas bougé, le bout dehors, les balcons, les chandeliers, c'est les mêmes. Le roof un peu atypique
c'est exactement le même. Le cockpit également n'a pas changé. On a essayé de garder en fait le même module esthétique qui existait avec justement des technologies d'accastillage d'aujourd'hui, quoi. Préserver l'essence même d'un monocoque dont la légende s'est construite sous les couleurs d'Écureuil d'Aquitaine 2, emmené par Titouan Lamazou, ce 60 pieds devient en 1990 le premier vainqueur du Vendée Globe. Passé de main en main puis laissé à l'abandon au Venezuela, le bateau a finalement retrouvé la Vendée en mai 2023 avec une arrivée en grande pompe dans le Chenal des Sables. Un chenal que Tiwanwan empruntera le 4 juin prochain pour accompagner le cortège de la Flamme olympique lors de son arrivée au Sables d'Olonne. Quant à l'après, son propriétaire Alexandre Treillard envisage de le faire naviguer en association. Pas exclu non plus de voir le mythique IMOCA ouvrir le Chenal des Sables le 10 novembre à l'occasion du départ du prochain Vendée Globe. Et toujours en voile, cette semaine a également été marquée par le départ de la New York Vendée ce mercredi. Les 28 skippers ont pris le départ de cette dernière course qualificative pour le Vendée Globe. Après une première nuit agitée, les marins se préparent à des conditions météorologiques difficiles. Et n'oubliez pas que nous vous proposons chaque jour un journal de la New York Vendée qui est à découvrir dans la matinale ou sur notre site internet. L'arrivée au Sables d'Olonne est-elle prévue pour le moment autour du 8 juin ? Nous avons parlé emploi cette semaine également avec la directrice territoriale de France Travail. La Vendée fait partie des départements français qui ont le taux de chômage le plus faible. De nombreuses entreprises rencontrent donc des difficultés pour embaucher, les candidats étant moins nombreux. France Travail, ex-Pôle emploi, a présenté les résultats de son étude sur les besoins en main-d'œuvre sur l'année 2024. Simon Philippot fait le point. Je me trouve aux côtés de Aurélie Baudet, directrice territoriale Vendée pour France Travail. France Travail qui vient de rendre une enquête qui est menée tous les ans pour connaître le nombre potentiel d'emplois disponibles en 2024. Il y en aura près de 40 000, c'est bien cela ? C'est bien ça, une année avec encore de fortes intentions de recrutement pour les entreprises vendéennes. On estime à 40 700 recrutements possibles l'année 2024. Avec des secteurs qui sont toujours sous tension, notamment le secteur géographique, l'est du département, le bassin notamment des herbiers de Montaigu qui est toujours sous forte tension en termes de demande d'emploi, à la fois demande d'emploi et recherche par les employeurs. Oui, on recherche de nombreux salariés sur la zone des herbiers. Au niveau régional, c'est la deuxième zone où on estime qu'il y aura le plus de difficultés de recrutement. On n'est pas totalement surpris. Aujourd'hui, la zone des herbiers Montaigu, c'est un taux de chômage de 3,5%. Il est très bas. Toutes les entreprises sont en tension et recherchent du personnel. Alors sur ces 40 000 emplois qui seraient potentiellement disponibles en 2024, près de 18 000 sont des emplois saisonniers, notamment sur la côte vendéenne, bien évidemment. Et oui, là, on parle des saisons qui arrivent. On a beaucoup de camping, on a de l'hôtellerie-restauration. Donc des métiers comme cuisinier, serveur, hôtesse d'accueil sont des métiers en tension, mais plutôt sur des contrats saisonniers. On remarque aussi une légère baisse sur ce nombre d'emplois. On parle de près de 40 000. C'est, je crois, moins 5% par rapport à 2023. Comment est-ce qu'on explique justement cette légère baisse du nombre d'emplois potentiellement disponibles sur le territoire du département ? Il ne faut pas oublier qu'on est là sur du déclaratif. Il y a sans doute une certaine prudence des entreprises sur leurs intentions de recrutement en 2024. Tout ça reste à confirmer en fonction des recrutements effectifs. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Pour information, 17 000 entreprises ont été contactées, 4 300 ont répondu à cette enquête menée donc par France Travail. Santé à présent, la Vendée a fait partie des premiers départements à expérimenter les assistants médicaux. En renfort auprès des médecins, ils permettent de gérer les tâches administratives pour libérer du temps aux professionnels de santé. Alors, comment se passe une consultation dans un cabinet où les assistants sont présents ? Exemple à Beaulieu-sous-la-Roche, où elles sont 2 à assister les 4 médecins du cabinet. Reportage d'Alix Lanos. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène voir le docteur Bourdi ? Depuis mardi. Avant de voir son généraliste, cette patiente fait le point avec son assistante médicale. Le motif de la consultation d'abord, mais aussi le point sur les différents dépistages ou comptes rendus d'examen. Stéphanie note tout dans un dossier partagé et assure toute la mise à jour administrative. Je viens en aide au médecin en lui préparant les consultations. Je fais un point sur les dépistages, notamment mammographie, les cancers du côlon et les suivis gynéco pour les femmes. Et je fais également les suivis des vaccins. Ils vont voir le médecin et après la consultation, ils reviennent me voir pour passer la carte vitale et le paiement. Pour le médecin, c'est moins de charge mentale et plus de disponibilité pour son patient. Typiquement, j'ai plus de temps pour aborder les différentes pathologies dont veut parler la patiente. Et puis tout ce qui va être passage de la carte vitale, préparation de l'arrêt, connexion au service de l'assurance maladie, récupérer le compte-rendu, ça me fait gagner
et du temps médical disponible et du temps de cerveau et de bien-être disponible. Dans ce cabinet, elles sont 2 assistantes médicales pour 4 médecins. Leurs salaires sont quasiment intégralement pris en charge par l'assurance maladie. En contrepartie, les médecins s'engagent à augmenter leur nombre de patients, une manière de lutter contre la désertification médicale. De voir un système qui permet une augmentation de 10% des files actives des médecins, 10% c'est le nombre de gens qui n'ont pas de médecin traitant en France. Même s'il voit plus de patients, le docteur Clouet n'est jamais plus en retard. Aujourd'hui, il peut même prendre le temps de faire un point approfondi sur l'allaitement avec cette jeune maman. Pour les patients, une fois passé le temps d'adaptation, tout le monde s'y retrouve. Pour certains qui avaient peur, là encore, que le temps de consultation soit réduit, finalement, au final, ils voient qu'ils passent 30 minutes ou 40 minutes au cabinet. Donc, un temps d'écoute qui est sans doute beaucoup plus long et une demande qui est mieux cernée par le médecin. Alors, on refixe un rendez-vous pour le coup dans 15 jours ? Décharger les médecins des contraintes administratives et leur permettre d'augmenter leur file active de patients, la recette semble fonctionner dans ce cabinet qui a été l'un des premiers à tenter l'expérimentation en 2019. Aujourd'hui, la Vendée compte 42 assistants médicaux. Le lycée Rosa Parks de La Roche-sur-Yon a brillé à la compétition européenne des statistiques. Les élèves de première ont été récompensés à Nantes ce mercredi au siège régional de l'INSEE. L'étude des statistiques est en option pour ces jeunes dans le cadre de leurs cours de sciences économiques et sociales. Cette compétition permet de juger leur compréhension, de savoir où trouver les données et interpréter un document, des médailles bien méritées. Et vous pouvez retrouver l'interview des gagnantes sur notre site internet tvvendée.fr. Culture, pour terminer cette semaine riche. Les 6, 7 et 8 septembre prochains, Mouilleron le Captif accueillera la 25e édition du festival Facessi. À l'affiche notamment Louis Bertignac, Brokenbach, Ritza ou encore Roland Cristal, mais aussi les Ogres de Barbac. Le groupe proposera le spectacle pour enfants intitulé Pitocha. Et l'un des membres, Fred Burguière, a passé un moment avec les élèves de Mouilleron le Captif. Une rencontre artistique qui leur a donné un avant-goût de ce festival. Reportage de Clément Guillonneau. Ces jeunes élèves mouilleronnais ont eu le plaisir de passer près d'1 heure en compagnie de Fredo de la troupe des Ogres de Barbac. Une rencontre qui intervient dans le cadre d'un projet pédagogique créé par la troupe et proposé aux écoles. Avec notre tournée Pitocha, donc sous un chapiteau, avec un spectacle tout public, mais essentiellement quand même axé pour les enfants, on se promène un peu partout et c'est vrai qu'on a voulu en fait pousser un petit peu l'action jusqu'à faire un projet pédagogique. Une rencontre qui a été préparée en amont à l'école, avec notamment l'apprentissage de quelques chansons de la compagnie. On a justement en classe commencé à travailler sur les Ogres de Barbac et le spectacle des Pitochas. Donc on a fait des écoutes musicales et puis on a appris notamment 2 chansons. Là, on a commencé donc justement plutôt par la musique et puis après, on va pouvoir travailler un peu plus sur l'affiche, sur l'univers des Pitochas en fait. Pitocha, c'est le nom du spectacle des Ogres de Barbac qui était au cœur des échanges. Après avoir partagé quelques chansons et anecdotes, l'artiste s'est prêté au jeu des questions-réponses avec les élèves qui semblent avoir été conquis. C'était trop bien. Les chansons, elles étaient trop bien. Et leur groupe, je trouve qu'il est un peu drôle. C'est rigolo et en septembre, on a hâte de voir le Pitocha. Un plaisir partagé par l'artiste. On est content parce qu'après au spectacle, les enfants nous reconnaissent, des fois ils nous appellent. Fred, tu te rappelles, j'étais là quand tu es venu dans notre école ou quand tu es venu dans notre ville. Donc ça déjà, c'est hyper plaisant. Le musicien a d'ores et déjà donné rendez-vous aux élèves en septembre. Il viendra leur présenter son spectacle Pitocha avec toute sa troupe dans le cadre de la 25e édition du festival Facessi. Et on rappelle que les dates du festival Facessi, ce sera donc les 6, 7 et 8 septembre. C'est la fin de l'hebdo, merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité vendéenne, ce sera dès lundi matin dans la matinale, présenté par François Pérez. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine sera marquée par le passage de la flamme en Vendée. Et ce sera mardi et à suivre en direct sur TV Vendée. Passez un excellent week-end.